Ce livre s'inscrit dans le grand roman de la vie, le roman du Sénégal, qui a commencé peut-être bien avant 1960, mais qui se continue, qui embrasse notre quotidien, qui nous décrit nos travers, qui nous montre nos insuffisances, nos banalités, nos bassesses, nos cupidités et nos lâchetés, par-ci, par-là. Depuis 1960, nous sommes ballottés entre différents régimes qui nous ont toujours niés, qui ne nous ont jamais compris, qui n'ont jamais assumé la mission pour laquelle ils ont été élus. Cette mission de développer le Sénégal, de nous doter de routes, de nous donner des postes de santé, d'étendre le réseau hydraulique, de permettre à nos enfants d'avoir une éducation de qualité. Nous ne rêvons rien d'autre qu'une qualité de vie. Avoir une qualité de vie, c'est avoir effectivement suffisamment d'écoles pour nos enfants, avoir des formations qualifiantes, avoir des universités de métiers, avoir des postes de santé bien équipés avec le matériel adéquat pour pouvoir prendre en charge nos femmes qui accouchent sur des charrettes. Avoir une qualité de vie, c'est permettre effectivement cette mobilité nationale et transnationale. C'est décloisonner nos différentes régions. Aller en Casamance, ça coûte effectivement une semaine. Une semaine de galère sur les routes caillouteuses du Sénégal. Ça ne doit pas exister, bien sûr, puisque nous sommes en 2015. Et l'histoire du Sénégal a démarré avec ses politiques depuis 1960. Entre effectivement tâtonnement, reniement, détournement, dénonciation, tous, ils n'ont pas été à la hauteur. Je crois que je suis passé au Sénégal entre février et mars 2014. À une période où effectivement, j'étais plus ou moins désœuvré. Mais j'assistais impuissant, bien sûr, à ce spectacle de désolation qui se passait au quotidien. Des gens dans leur dignité, qui marchaient sur leur fierté pour venir tendre la main et demander peut-être 1000 francs pour aller faire une bouillie pour leurs enfants. Des gens qui venaient vous solliciter pour une ordonnance. Des gens qui n'avaient même pas le ticket pour aller à Dakar, à la recherche du travail. Je me suis dit, effectivement, ce pays-là qu'on annonce émergent, il y a un discours de l'heure. Une réelle volonté de mentir, de tricher, de jouer avec la morale et effectivement avec l'intelligence des Sénégalais. Et ça, on n'a pas droit. Et je pense que si nous devions rester comme ça, impuissants, les bras ballants, à ne rien faire, nous aurions failli à notre mission. Le débat est chéré effectivement aux seuls politiques, ce qui ne doit pas être le cas dans ce Sénégal. Sénégalais de tout bord, qu'on soit militant ou pas, parce qu'on n'a pas besoin d'être militant des partis politiques pour dire ce qu'on pense sur la République. Ça concerne notre histoire. C'est la vie de nos enfants. Parce que vous aurez beau être milliardaire, juché bien sûr aux Almadies, si vous devez passer payer sur 3 heures pour aller à Dakar, aller à l'hôpital, bien sûr, faire la queue jusqu'à midi, aller à la banque faire, bien sûr, pour retirer des sous, rester jusqu'à 3 heures l'après-midi, avoir du pain rassis, je crois que malgré vos milliards, vous êtes malheureux. Ce qu'on recherche dans ce pays, c'est une qualité de vie. Et ça, nous devons nous battre. Les citoyens sénégalais sont en droit d'attendre, bien sûr, cela de nous. Et je crois qu'unanimement, nous partageons ce constat. Le problème, il reste d'agir. Il reste d'agir, de prendre conscience. C'est déjà une étape. C'est déjà une étape vers la libération contre tous ces politiques qui ont failli, qui ont manqué à leur obligation. Parce que pour la plupart, ils sont à bord de tous les trains qui passent sans avoir une gare de destination. Ils sont nombreux, ces gens-là. Et leurs noms se confondent avec l'histoire de la République. Et ils n'ont jamais rien gagné comme bataille. Ils n'ont jamais rien apporté à la République, même pas une réforme aboutie. Pendant ce temps, je loue la compétence et la bravoure de tous ces travailleurs, comme M. Léo que je connais, et je salue au passage. Nous avons partagé d'éminents moments dans l'enseignement d'abord, c'est mon aîné, et ensuite, effectivement, dans l'administration. Et il me permettra effectivement de rappeler que c'est le directeur de la conservation, et il est venu, malgré son emploi du temps, honorer effectivement ce rendez-vous. Merci, M. Léo. Comme vous autres également qui avez tenu effectivement à manifester de votre présence, effectivement simplement parce que vous partagez l'idée. Et je vous en serai gré. Merci à tous d'être venus. Je crois que la réflexion devra continuer et qu'ensemble nous pensions qu'effectivement c'est à nous qui incombe effectivement l'impérieuse nécessité de redresser ce pays. Il ne faut pas démissionner. Quand le prix du pain augmente, c'est de la politique. Quand votre litre de carburant augmente, c'est de la politique. Quand vous n'arrivez pas à payer vos factures d'électricité, c'est de la politique. Ce sont les conséquences des actes que les politiques prennent. N'abandonnons pas le combat et ensemble nous allons relever les défis. Ce pays a trop longtemps attendu. Et on dit que le Sénégal est un pays pauvre. Moi, je ne suis pas d'accord. Le Sénégal est un pays riche. Nous avons 200 000 km².
de superficie. Et pourtant, la Belgique qui nous vend des pommes de terre fait 30 000 km². Nous faisons 6 fois et demi la Belgique et c'est la Belgique qui nous vend des pommes de terre. La Hollande, nous faisons 4 fois la Hollande. La Hollande nous vend bien sûr des oignons. Mais c'est quand même à dormir debout. Où est-ce que nous sommes? Nous avons 2 mains comme tous les peuples du monde pour pouvoir travailler et redresser le pays. Nous devons avoir le courage de bouter ces gens dehors s'ils ne font pas l'affaire. Dans le secret de notre conscience et de l'isoloir, nous aurons certainement à décider et à trouver les bons dirigeants, les véritables. J'ai rendu un hommage à Mamadou Dia. J'ai rendu un hommage à Mamadou Dia, mais en fait, je ne suis pas le seul. Dans les mémoires de Abdou Diouf, j'ai relevé ceci. Il dit en substance, Mamadou Dia avait la fibre patriotique et l'engagement nécessaire pour mener les réformes que nous étions en droit d'attendre. Il suscita tous les espoirs. Incontestablement, le Sénégal était sur la bonne voie. Ça, c'est Abdou Diouf qui le dit. Donc, un homme comme ça qu'ils ont arraché à notre affection, parce que c'est l'homme qui était prédisposé, bien sûr, à construire le Sénégal. Curieusement, c'est après qu'il ait sorti son livre en 1962, ce livre, effectivement, où il prônait la rupture avec la France, pour sortir de cette économie de traite, pour promouvoir un développement auto-centré sur les réalités du Sénégal. Il avait commencé par mettre sur pied des banques nationales. C'est la première étape vers la construction d'une monnaie libre et indépendante. Et effectivement, son projet n'était pas bien vu, bien sûr, par les anciens colons. Il a été fauché à travers des formules miraculeusement soignées de coups d'État. Mais tout ceci pour nous dire qu'effectivement, comment dirais-je, l'enfumage a continué. Parce que pour rétablir Dia dans l'histoire, c'est quelqu'un qui a travaillé pour ce pays et qui est absent de notre mémoire collective. Pas une seule université au nom de Mamadou Dia. Pas un seul musée au nom de Mamadou Dia. Rien. Ce personnage, on l'a oublié. Or, nous devons nous rebeller. Parce que l'histoire du Sénégal, ce n'est pas du passé. Il y a une différence entre l'histoire et le passé. Le passé, c'est fini. L'histoire, elle est active, elle est constructive. Elle bouscule notre présent et s'annonce aux portes du futur. Nous ne devons pas oublier l'histoire. C'est l'histoire qui alimente notre mémoire collective. Donc, de la sorte, nous devons valoriser nos véritables héros. Bien sûr, que de favoriser des gens qui rentrent comme ça impunément dans notre histoire. Moi, je plaide effectivement que Mamadou Dia soit rétabli dans sa dignité pour le rôle qu'il a joué pour le Sénégal. Mais ceci dit, passons à autre chose. Ce pays est effectivement entre les mains des multinationales, des puissances étrangères. Ça, je le dis sans gêne parce que tout le monde le constate. Vous allez partout et tout ce qui est bon pour ce pays, ça appartient aux étrangers. Juste, bien sûr, dans les derniers choix que nous avons faits. Quand vous prenez ces pays, voilà, tout est entre les mains des multinationales. Et des multinationales qui font des chiffres faramineux. Ça, je le dis. Les 3 opérateurs de téléphonie mobile, à eux seuls, font 10,6% du produit intérieur brut. Je rappelle que le produit intérieur brut, c'est l'ensemble, bien sûr, des richesses que nous produisons à l'intérieur de ce pays. À l'intérieur, je dis bien, par des acteurs économiques que sont, bien sûr, les ménages, les entreprises et même l'État. Donc, effectivement, l'ensemble, bien sûr, de cette production, c'est 8 000 et quelques milliards. Donc, dans ces 8 000 et quelques milliards, mais vous vous rendez compte que tout part en évasion. Je suis étonné hier qu'on n'ait pas parlé, bien sûr, des multinationales quand on parlait d'évasion fiscale avec des particuliers sénégalais. Mais ce que font les multinationales est beaucoup plus grave, c'est du razzia. L'argent part et ils ne payent pas de contribution. Et ils sont partout présents. Et personne ne fait rien. On n'ose même pas contrôler leurs comptes. Ils sont totalement exonérés d'impôts si ce n'est pas un dégrèvement qu'on a fait. Moi, je pense qu'effectivement, il y a urgence à agir. Parce que tant que nous n'arrivons pas à faire émerger nos entreprises nationales, ce sera un leurre de croire effectivement qu'on pourra développer ce pays. Et comme je l'ai dit en formule laconique, tant qu'on nous laisse avec de Vienne Diagandia ici des cas rapides, le marché Moussanté ou le marché Sandaga, ça ne suffit pas pour faire une économie. Nous devons être les acteurs de notre économie, prendre à bras le corps. Et rien de moins que l'État effectivement pour jouer ce rôle de facilitateur. Parce que tous les pays sont passés par ces étapes intermédiaires. Mais les nôtres, effectivement, ont démissionné. Et comme le disait tout à l'heure M. Barrot, je ne caresse pas dans le sens du poil l'actuel régime. Mais en fait, je suis un peu méticuleux dans la démarche et je regarde faire. Mais par moments, j'y arrive. Parce que j'ai analysé effectivement certains actes qui ont été posés. Je suis allé à Diamniadio. J'ai vu effectivement le bâtiment qu'on a construit à Diamniadio. Malgré que ça enchante beaucoup.
Mais croyez-moi, quand je pense effectivement à ces milliers de tonnes de pommes de terre et d'oignons qui pourrissent sans qu'on ait une seule chambre froide, je dis que les gens n'ont pas la vision. Parce que l'agriculture sénégalaise, nous avons besoin de combien? 250 000 tonnes d'oignons. Et actuellement, nous produisons 250 000, si je veux dire, et on n'a besoin que de 125 000. Pendant ce temps, 125 000 pourrissent. Alors qu'est-ce qui est plus urgent? Construire un bâtiment au milieu de nulle part ou équiper nos agriculteurs de chambres froides? Le choix est vite fait. Donc il en est ainsi effectivement des choix qui ne répondent pas bien sûr aux préoccupations des Sénégalais. Parce que les bailleurs de fonds, avant ils venaient nous imposer un programme. Maintenant ils nous disent, vos enfants, venez concevez vos programmes, on va vous accompagner. Et en soumet, ils nous passent toutes les données. Quand vous regardez effectivement, ce sont les mêmes mesures qui reviennent. Les mêmes mesures reviennent. Et ensuite, ici, la différence, c'est quoi? C'est un financement à la carte. Nous ne pouvons pas choisir. Ils viennent nous dire, écoutez, monsieur, de 1 à 65, moi, je vois bien que le projet 18, l'autoroute jusqu'à Touba m'intéresse. Est-ce que l'intérêt du bailleur recoupe l'intérêt du Sénégal? Est-ce que la priorité du bailleur, c'est la priorité du Sénégal? Est-ce qu'effectivement, malgré l'attachement que j'ai pour Touba et Tivaouane, le prochain projet devrait être de construire une autoroute jusqu'à Touba? Pendant que nos régions sont enclavées, pendant que nous ne pouvons même pas aller en Casamance, pendant que nos écoles manquent de tout, 7000 abris provisoires dans ce pays. Alors, on choisit la politique des priorités, c'est la règle d'or. Mais pourquoi on va s'encombrer, on va s'endetter? La politique des priorités, je le dis parce qu'en continuant impunément de s'endetter, un jour on ne pourra plus rembourser, donc on ne pourra plus exécuter les projets prioritaires dans ce pays.